Bienvenue dans votre émission Plus Ciné. Aujourd'hui, nous recevons un designer, nous recevons un architecte, nous recevons un cinéaste. L'homme que j'appelle le poète des lignes, le poète des formes, le poète de l'image. Nous recevons Nicolas Sawalo Cissé. Bonjour, M. Cissé. Bonjour, M. Ba. On vous présente souvent comme étant un Sénégalo-Libanais. Vous l'affirmez? Tout à fait, je l'affirme. Je suis de mère libanaise et de père Saloum Saloum sénégalais. Saloum Saloum? Saloum Saloum, qui s'appelle Keba Sawalo. Ah, là. Et je suis né il y a fort longtemps maintenant. Mais remercie le bon Dieu pour être encore là. Je crois que je suis le premier métis libanais le premier métis sénégalais dont la mère est libanaise. Parce que je suis né en 50. Et ma foi, c'est un heureux métissage. Léopold Sédar Senghor, que j'avais rencontré en 1978, la première chose qu'il m'a demandé, lorsque on lui avait présenté un concours que l'on venait de remporter en tant qu'étudiant, un concours international, il m'avait dit, je me rappelle de ces mots, mais dites-moi, jeune homme, vous êtes donc de quel métissage? Et voilà, c'est une aventure plurielle, parce qu'aujourd'hui, le monde va à la diversité. Ouais. Tout à fait. Et votre Sawalo vient du Saloum? Oui, absolument, c'est le nom de mon grand-père qui s'appelait Sawalo. Cissé. Vous êtes designer, vous êtes urbaniste, vous êtes cinéaste. Comment vous avez fait pour rassembler toutes ces formes d'art? Eh bien, c'est très simple. D'abord, nous avons beaucoup plus de chance que tous ces jeunes, parce que nous venons de cette première génération. Et c'est Léopold Sédar Senghor qui nous a construit, qui nous a fait. Moi-même, j'ai été mené à l'école d'architecture par Léopold Sédar Senghor. Cela se passait en 1972. Il fallait, au début de ces années 70, pour Léopold Sédar Senghor, de créer une culture et une civilisation, une véritable civilisation sénégalaise. Donc, il nous a tous réunis au sein de ce qu'on appelait l'école des Koumba, qui était l'école des arts. Nous autres, donc, l'école d'architecture, l'école de peinture et de sculpture, d'art plastique, l'école de danse, Germaine Akoni, et Koumba Ndiaye Rose, l'école de musique. Donc, nous sommes retrouvés là, et ça a été des années passionnantes, parce que de là est né ce qu'on appelle l'école de Dakar, autant sur le plan architectural que sur le plan pictural, sur le plan sculptural, sur le plan musical. Et nous avons, en une bonne dizaine d'années, quelque part, construit quelque chose. Malheureusement, je le dis encore, tout ça, ça a été saccagé. Pourquoi ça a été saccagé? Un héritier. L'héritier de Senghor n'a pas voulu suivre Senghor. Nous le regrettons. C'est Djiboka qui a fermé l'école d'architecture, je le dis. Parce qu'il faut qu'on le sache. Et ainsi de suite, on a fermé l'école de danse, l'école de musique, l'école. On a fermé des écoles qui étaient essentielles pour notre nation, parce qu'elles étaient le patrimoine, la pâte alimentaire, n'est-ce pas, la base, n'est-ce pas, pour forger une culture sénégalaise qui était bien partie, avec beaucoup d'élan, mais dont les élans ont été fracassés, coupés, chutés. Et l'école nationale des arts est toujours à l'agonie? L'école des arts est à l'agonie, l'école d'architecture n'existe pas, l'école de danse n'existe pas, l'école de design n'existe pas.
Les écoles sont inexistantes. Et il n'y a même pas d'institut de formation au métier de l'audiovisuel et du cinéma au Sénégal, ce qui est dangereux. C'est dangereux, et c'est d'autant plus dangereux que c'est une industrie, c'est un savoir-faire, mais c'est aussi la promotion d'une culture de cinéma. C'est ça. Hollywood soutient son cinéma depuis maintenant un siècle, parce que c'est absolument lucratif, ça lui ramène des dollars, et ça lui ramène de la notoriété. Si elle a envie de faire connaître Clark Gable, nous avons du Clark Gable. Si elle a envie de faire connaître aujourd'hui Tom Cruise, nous connaissons Tom Cruise, nous connaissons Rihanna, chanteuse et danseuse, nous connaissons Madonna, c'est grâce à Hollywood. Tout ça, j'espère que ça va changer. Le grand problème de notre pays, ce n'est pas la méchanceté, c'est tout simplement l'ignorance. L'ignorance est absolument regrettable. Et on dirait que vous êtes dans le cinéma maintenant pour combattre cette ignorance-là. Je n'ai pas cette prétention de combattre l'ignorance, mais je voudrais... L'ignorance doit se combattre par elle-même. L'ignorance se combat par la culture. Plus on sait, plus on doute, mais plus on est capacitaire, n'est-ce pas? Plus on sait affronter les choses. Le problème au Sénégal, c'est que nous avons aujourd'hui des gens qui savent. Ils savent, ils sont instruits. L'instruction vous donne le fil conducteur vers une profession, mais ils ne savent que ça. À côté de cette instruction, il faudrait la pasteuriser, lui mettre la crème, et cette crème, c'est le savoir, c'est ce qu'on appelle la culture. Et c'est ça qui fait de nous des hommes. Véritablement des hommes. Se comporter en homme, agir en homme, c'est absolument important dans un pays. L'histoire, par exemple, de la parole donnée, je reprends ici Djibril Mameti Diop, ce cher qui nous a quittés, ou alors Joe Wakam. Lorsque Joe Wakam vous dit, je viens chez toi à 3h du matin. À 3h, pile, Joe Wakam. Et quand Djibril disait à ses disciples, ces acteurs qui travaillent avec lui, on va à Koloban. Je viens vous chercher pour que nous allions à Koloban. Telle heure, tout le monde était à Koloban. L'histoire de la parole donnée, que la parole que l'on donne à un enfant. Je vais te donner 25 francs quand je reviens du travail. Eh bien, on arrive du travail et on ne donne pas à l'enfant 25 francs. Et tout est comme ça. Les gens promettent et ne donnent pas. Quand on ne peut pas donner, il ne faut pas promettre. Ou alors promettre ce que l'on peut donner. Voilà, Et à quel moment vous avez décidé de faire du cinéma? Écoutez, je disais tout à l'heure que nous avons beaucoup de chance, parce que nous sommes venus, il y avait un vide. Léopold Sédar Senghor nous a demandé de faire. J'ai commencé par l'architecture et j'ai fait 30 ans de métier d'architecture. Et là, dans ce métier d'architecture, j'étais totalement effaré. Parce que tous les gens avec qui j'avais affaire, n'est-ce pas, étaient très souvent riches ou nouveaux riches, mais ne comprenaient pas ce qu'était l'architecture. Donc j'ai été désespéré, parce qu'on ne me commandait pas de l'architecture. Le grand architecte Lou Pei, qui est un chinois new-yorkais, disait que lui, il a eu de la chance parce qu'il a rencontré un homme qui lui a demandé de l'architecture. C'était Mitterrand. Mais Mitterrand était extrêmement cultivé. Alors nous rencontrons ici des gens qui sont puissants monétairement, qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas de culture. Parce que la culture, c'est pas une histoire de goût, c'est véritablement un savoir. C'est pas? C'est savoir dissocier la culture byzantine de la culture arabe, de la culture occidentale, savoir dissocier le style roman du style rococo, du style New Age, n'est-ce pas, du style pop art. C'est savoir ce qu'est une chaise, style Louis XVI ou classique, ce qu'est une chaise moderne, ce qu'est un carreau moderne, ce qu'est une plateforme moderne, ce qu'est une façade moderne par rapport à une façade du XXe siècle. On parle par exemple des immeubles haussmanniens. Vous savez ce que c'est un immeuble haussmannien? C'est un immeuble haussmannien, c'est un immeuble. Haussmann est l'architecte qui a fait Paris. Mais j'entends souvent les gens dire tel immeuble est haussmannien. L'immeuble haussmannien, par essence, à part son aspect qui est épuré mais classique, a un balcon au deuxième et un balcon au 5e étage. Quand vous allez à Paris et que vous voyez ces anciens immeubles avec un balcon au 2e étage et un balcon au 5e étage, il est haussmannien.
peu de gens. C'est-à-dire, il n'y a pas de bon et de mauvais goût. Il y a des gens qui ont pu savoir et qui sont totalement humbles dans ce savoir et qui le recherchent tout le temps. Ces gens-là se font rares dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle ça va dans tous les sens. Dans tous les sens. Je reviens un peu sur l'urbanisme. Vous savez ce qui fait une ville? C'est l'eau. Vous savez que les Romains sont allés le chercher à l'époque à des centaines de kilomètres avec des aqueducs pour amener dans leur ville l'eau. Parce que l'eau rend propre, l'eau assainit, l'eau purifie. Donc une ville sans eau est une ville qui se meurt. Et nous, on a eu cette chance à Dakar. Et dans toutes les villes du Sénégal, parce que c'est des villes d'eau. Mais on a arrêté le circuit de l'eau. Tout simplement. En arrêtant le circuit de l'eau, ben, tout s'arrête. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est la raison pour laquelle à Dakar, aujourd'hui, on a des problèmes immenses. Parce que là où circulait l'eau, on a mis des bâtisses, et des bâtisses, et des bâtisses. Cette furie, cette furieuse folie de construire, et de construire, et de construire mal et mauvais, est en train de nous asphyxier. Et Dakar va être asphyxié. L'eau est tellement chère que nous avons aujourd'hui, c'est le bon Dieu qui nous a donné ça, des hivernages qui sont extrêmement fertiles, des hivernages qui sont pluvieux. Et on se plaint. Il faudrait stocker parce qu'on ne sait pas si demain, tout d'un coup, sécheresse. Pendant 2-3 ans, on ne sait pas. Et ça peut arriver à tout moment, comme dans toutes les villes du monde. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ce COP21 à Paris. Et le cinéma? Le cinéma, c'est une œuvre extraordinaire. Parce que c'est une œuvre géométrique. Il y a de la géométrie dans le cinéma. Il y a une certaine façon d'appréhender l'espace, d'appréhender la lumière. C'est aussi une histoire humaine, parce que vous mettez en scène des hommes avec leur passion, leur rêve, leur haine, leur amour. Les grands cinéastes de l'humanité ont fait l'humanité. Et ces cinéastes ont été essentiels à la construction de cette humanité, au même titre que certains penseurs, les écrivains, certains architectes, n'est-ce pas? Mais le cinéma a ceci de plus que l'architecture, c'est qu'il rentre de plein pied dans le 21e siècle, parce qu'il est audio, j'entends, et il est visuel, n'est-ce pas? On le voit et on l'entend. Quand on ferme les yeux, on peut l'entendre. C'est du cinéma. Alors que quand on ferme les yeux, on ne peut s'imaginer que de l'architecture. On ne peut pas le voir. Alors le cinéma permet d'ouvrir tous ces ports. Et il arrive très bien au Sénégal. Je suis ravi que tous ces jeunes s'y mettent. Parce qu'ils doivent nous succéder. Et ils doivent relever les défis tout en montrant les choses qui ne vont pas à travers l'image. Applaudir pour les choses qui vont bien, qui vont avec notre société, notre culture, et transcender, c'est-à-dire voir l'avenir, n'est-ce pas? Voir ce qui va se passer. Et je vois qu'au niveau du bureau de la cinématographie, vous êtes tout à fait enclin à comprendre cela et à le développer. Et je vous félicite véritablement. Merci. Et en 2010, vous avez réalisé votre premier court-métrage, Bellissimania, ou La visite de la dame. Oui. Vous pouvez nous parler de votre film, le premier court-métrage? Absolument. C'est un court-métrage que j'ai fait pour comprendre le cinéma, certainement, parce que je venais d'une profession qui était l'architecture. Il y a des ressemblances. Et j'ai voulu faire un film, mais Djibril Mameti Diop était mon ami. Et j'avais perdu Djibril. Et ce que j'ai aimé dans le cinéma de Djibril, c'est ce surréalisme. Alors j'ai voulu faire un film surréaliste, en évoquant Faust. C'est une dame qui tout d'un coup est dans la chambre d'un vieil homme, qui lui-même est un érudit, un penseur, comme il y en a tellement au Sénégal, tellement. Vos parents, nos parents, dans chaque village. Et cet érudit a sa bibliothèque. Il tient à sa bibliothèque. Et là apparaît une femme merveilleuse, qui essaye de l'éloigner de sa lecture, l'éloigner de sa culture.
Et l'homme refuse. L'homme refuse. Et il se trouve que cette femme est le diable. La culture est l'autre, occidentale, orientale, elle représente. Et il la chasse de sa chambre. Et la femme, son mouchoir se termine en un serpent qui va mourir dans le lieu de Jowakam, parce que le film commence chez Jowakam. Et nous allons voir un extrait du premier court-métrage de Nicolas Sawolo Cissé, Bilis Ndiaye, ou La visite de la dame. Dans ce film aussi, il y a Issa Samb. C'est un hommage à Issa Samb. Nous rendons tous hommage à Issa Samb. Toute la génération des rappeurs, des slameurs, toute la génération des architectes, la génération des designers, la génération des peintres et des cinéastes rendent hommage à Issa Samb. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a su se faire dans la cité de Dakar et par extension dans les cités du Sénégal. C'est un philosophe, c'est un penseur, c'est un écrivain. Mais il a lancé les premières pièces révolutionnaires de théâtre dans Agitat, Léanov, n'est-ce pas? Ces pièces qui annonçaient le Sénégal de 2000, n'est-ce pas? Il a connu aussi l'ensemble des intellectuels du Sénégal, mais aussi des grands artistes. Djibril Mameti Diop était son ami, Birago Diop était son ami, Cheikh Anta Diop était son ami. Aujourd'hui, quand Issa Samb se déplace à Londres, c'est des comités qui le reçoivent, parce qu'ils connaissent sa pensée. Alors comme ici au Sénégal, malheureusement, on a l'habit qui fait le moine, n'est-ce pas? Hélas pour nous tous, Jowakam n'est qu'un fou dans la ville, ou alors un homme qui marche. Mais Jowakam a écrit des tonnes de livres qu'il garde chez lui. Il y a eu tout simplement Amadou Lamine Sall, je crois, qui a eu un jour le privilège de rentrer chez lui et de prendre un petit cahier. Et il en a fait un livre. Tous les jeunes devraient lire ce livre. Parce que c'est un livre qui est totalement asymétrique. Et je reviens à Senghor. Parallélisme asymétrique. C'est ça la civilisation. Notre civilisation, nous, nègres, elle est parallèlement asymétrique. C'est-à-dire que nous sommes totalement différents des Occidentaux, mais aussi des Orientaux. Nous sommes profondément nègres. Et demandez-moi comment je l'ai su. Je l'ai su lorsque je suis allé présenter mon film Bilis Ndiaye au festival de Luxor, la vallée des rois. On en parle actuellement parce qu'on a trouvé que la tombe de Toutankhamon pouvait cacher une cavité qui conduirait vers de nouvelles découvertes. La vallée des rois, la vallée des pharaons. Et nous avions un guide pour nous amener dans cette vallée des pharaons, un guide averti, avec dans son lexique tous les mots de l'Égypte ancienne, de l'Égypte que parlaient les pharaons. Et moi, par curiosité, dans ce bus, je demande à cet homme comment on dit Dieu. Il me dit Dieu se dit comme homme, Dieu se dit Nout. Et j'ai sauté, Nout, Nit. Alors j'ai compris toute la détresse de Cheikh Anta Diop. Lui qui, devant ces civilisations qui sont des civilisations tellement fortes en soi, tellement condescendantes, n'est-ce pas, leur a dit non. La civilisation, vos civilisations viennent de l'Égypte, terre africaine, avec des rois nègres, n'est-ce pas? Et on l'a pris pour un fou. Il a dû prendre le carbone 14 pour façonner ce qu'il dit. Il n'en avait même pas besoin, parce que ces mots étaient du carbone 14.
Et quand j'étais dans cette salle, en dehors des représentations cinématographiques où les Égyptiens nous ont conduits pour nous parler de l'Égypte ancienne, n'est-ce pas, je me suis aperçu que tous les rois étaient nègres. Et alors, mes amis Wallo, j'ai ramené une photo de Toutankhamon lorsque, je crois, Richard Edwards, l'archéologue anglais, a soulevé le sarcophage, il a découvert un homme là. Eh bien, Toutankhamon, c'est les bourgs du Wallo. C'est les bourgs qui sont là. Même chose, même tête, même configuration. Et je peux vous montrer la photo qui est chez moi, que je montre à tous mes invités. Et là, j'ai compris qu'il y avait en Cheikh Anta Diop du génie et du génial. Et ce court-métrage, est-ce un hommage à Cheikh Anta Diop, un hommage à Issa Samb, un hommage à Senghor et à tous ceux qui ont du savoir dans ce pays? Mais le Sénégal n'est qu'un pays de savoir. Et le savoir n'est même pas chez nous, il est chez ces jeunes-là. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous voyez? Ces rappeurs qui ont ces mots. Moi, quand j'écoute Pakouti, je tremble. Quand j'écoute aujourd'hui le slammer sceptique, je frissonne. Quand j'écoute, comment il s'appelle, Didier Diawadi. Mais bien sûr, quand je les écoute tous, cette jeunesse, et ce qu'il y a de curieux, c'est que la culture n'est pas à Dakar. La culture est à Guédiawaye. La culture est à Pékin. C'est là où on recrée la mode, c'est là où on recrée les gens, c'est là où on est en train, ces jeunes que nous avons enfantés sont en train de faire naître une nouvelle civilisation sénégalaise. Vous avez dit recréer, créer encore, et là vous avez recréé Mbeubeus, le terreau de l'espoir, qui est votre premier long métrage. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire un film sur Mbeubeus? Mais écoutez, quand on est cinéaste, il faut pouvoir être d'avant-garde. Et l'avant-garde aujourd'hui, c'est l'environnement. Parce que, je vous disais tout à l'heure, on peut se réveiller demain à Dakar, n'est-ce pas, ou à Niamey, ou en Amazonie, et voir des eaux qui viennent complètement prendre possession de la ville. On n'a pas idée du danger, et les Occidentaux l'ont compris. Ils l'ont caché pendant longtemps, mais là, ils ne peuvent plus. Parce que le problème, c'est que même les politiques européennes s'aperçoivent, ils se disent, eh bien, dis donc, ces scientifiques qui nous parlent de ça maintenant depuis 50 ans, ils ont raison, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des guerres. Les guerres comme la Première, la Seconde Guerre mondiale, elles tuent un certain nombre de gens. Mais la nature, regardez Fouquet's, la nature, quand elle se rebelle, ce n'est pas les gens qu'elle élimine, c'est les gens, c'est la faune, c'est la flore, c'est tous les aspects physiques, matériels, immatériels, qui sont dans une région donnée. Donc ça peut être un ennemi puissant et dangereux. Et on n'a aucune arme contre ça, en fait. On n'a absolument aucune arme. L'arme, c'est de comprendre que la terre est vivante. Voilà. La terre a une âme. Et là, au fond, au très fond de sa boule, un cœur qui palpite, qui bat. Et ce cœur alimente des vaisseaux. Ces vaisseaux alimentent des rivières, alimentent des animaux, alimentent des hommes. N'est-ce pas? La terre en soi tourne autour du soleil. Et elle tourne sur elle-même. N'est-ce pas? Les marées, lorsque la lune devient plus proche de nous, les marées gonflent. La terre respire. Elle dégonfle, la marée est basse. On a affaire à quelque chose qui est absolument vivant, qui a du rythme et qui a une pensée. La terre a une pensée. C'est pas comment on appelle ça, un amas de pierres et de terre complètement stupide, au contraire. Et il faut que nous puissions comprendre cela et faire de telle sorte qu'elle a besoin d'être respectée. C'est pourquoi vous avez dit Mbeubeus, terreau de l'espoir, et vous avez dit dans ce film qui a une connotation vraiment poétique que cette terre-là ne nous appartient pas et que nous devons la léguer à la prochaine génération. Marnan Marulnan. La rivière, ce qu'on ne sait pas au Sénégal,
c'est que nous avons des rivières qui sont des rivières vitales. Vitales. Quand vous survolez en avion, à partir de Yoff jusqu'à Takana, il y a une bande de terre qui est totalement verte et arrosée. Vous avez Yoff, ensuite Pikine, ensuite Guédiawaye, ensuite Guédiawaye, Pikine, ensuite Thiaroye, ensuite Yeumbeul, ensuite Malika, ensuite Bambilor, ensuite Mboro, ensuite Kayar, ensuite Lompoul. Mais cette terre-là, c'est une terre alluvionnaire. C'est la même terre que le Nil. Vous savez qu'à l'époque, le Nil était la source nourricière, n'est-ce pas, de la Basse et de la Haute-Égypte. Eh bien, cette terre est la Basse et la Haute-Égypte du Sénégal. Et toute cette terre, qu'est-ce qu'on y fait? On y fait des dortoirs. On met des cases qui arrêtent l'eau, qui arrêtent la terre alluvionnaire, parce que c'est une terre noire. Et c'est ça, c'est une terre noire, c'est une terre de l'Est, c'est une terre extrêmement fertile. Et on vient mettre des piliers de béton. Des piliers de béton. Et on s'étonne que la terre se rebelle. C'est pas. Il faudrait qu'on puisse avoir de l'aménagement du territoire véritablement, de l'urbanisme véritable, parce que le Sénégal est un jardin. Et c'est ce que je dis dans Mbeubeus. Voilà. Donc dans Mbeubeus, vous alertez les autorités sur le respect de l'environnement et de voir notre façon de faire. Je n'ai pas cette prétention. Je veux tout simplement dire que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les jeunes. Parce que les jeunes, je remarque au Sénégal qu'ils ont du talent. Parce qu'ils ont du talent. Ensuite, ils ont de la passion. Et ensuite, ce sont des jeunes qu'on peut sculpter. Parce qu'ils sont à l'écoute. Ils sont tous passés par leur dara respectif. Ils sont à l'écoute. C'est pas des jeunes qui sont d'une manière péjorative, rebelle. La jeunesse est rebelle, et heureusement qu'elle est rebelle. Mais je veux dire par là que la jeunesse du Sénégal ne veut que du savoir. Et ne veut écouter que le savoir, n'est-ce pas? Et nous, les anciens, on ne leur donne pas ça. On leur donne des petites futilités, n'est-ce pas? Combien il y a des gens qui brûlent, qui ont de l'argent. Et alors, mon Dieu, l'argent. Quelle histoire. Quelle histoire. Aujourd'hui, tous les gens qui ont eu de l'argent sont oubliés. Totalement oubliés. Totalement oubliés. Mais allez dans une conférence et clamez le nom de Birago Diop, vous allez voir. Clamez le nom de Léopold Sédar Senghor, vous allez voir. Mais si vous clamez un de nos parents riches, on ne connaît pas. Ce n'est pas nécessaire à l'humanité, je suis désolé. Ils vivent 70 ans, 80 ans et c'est fini. Les autres, ils vivent 70 ans et ils continuent à vivre un millénaire. De la nécessité d'investir dans l'immatériel. Au Sénégal, nous n'investissons pas beaucoup dans l'immatériel. Tout à fait. Le riz est important. C'est vrai pour le ventre, n'est-ce pas? Le ciment est important parce qu'après, il faut mettre son ventre à l'abri. Mais c'est les choses les moins importantes qui soient, mais Serigne Touba l'a su, n'est-ce pas? Tous les grands ennemis de ce pays le savent, n'est-ce pas? Et il est temps maintenant qu'on s'occupe un peu d'immatériel, ou alors de matériel intelligent. Et revenons sur le tournage de Mbeubeus. J'imagine que ça n'a pas été facile de tourner dans cette décharge-là. En tous les cas, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré une population qui avait envie de faire. Alors, ce qui est fantastique, c'est que c'est la même chose à la SICAP. Vous mettez à la disposition de jeunes gens l'envie de faire, et bien cette envie de faire s'exécute. C'est-à-dire, c'est toute la jeunesse sénégalaise qui est gourmande de faire et d'apprendre, mais on lui coupe les pieds et les mains. Alors moi, à Mbeubeus, j'ai trouvé des jeunes boudjouman, n'est-ce pas? Et j'en ai fait des acteurs superbes, sublimes. C'est extraordinaire. Nous allons voir un extrait de Mbeubeus. Moi là, c'était interdit. Ah, c'était interdit? Wow. Fofu, amul fit. Doo sos. Fofu ngay dooree waar. Fofu mooy sa njëriñ. te mbalit boo xalaatul foofu lay ñëw. poubelle boo musul gis foofu lay ñëw. ànd ak xet gu bon boo xamante ne mën na rey sànna ci fraction de seconde.
Eh, liggéeyal. Liggéeyal. Derrière, travaille. Travaille. C'est vrai que c'est un territoire de danger. D'abord, j'ai amené moi un directeur photo qui était américain, donc vous savez, quand vous revenez de Mbobos, votre voiture, on la sent pratiquement à 500 mètres, tellement ça sent mauvais. On était dans la poussière, on était dans les éléments chimiques, n'est-ce pas? Parce que Mbobos, c'est tout cela. C'est tout cela. Et j'étais obligé de garer ma voiture loin de chez moi, parce que sans cela, c'est pas possible. Et quand je venais, on était obligé de se dévêtir ailleurs que dans la maison, parce que l'odeur de Mbobos remplissait les environnements, les environs. Mais à côté de ça, j'ai trouvé de la créativité là-bas. Et Mbobos est un exemple pour le Sénégal. Parce que aujourd'hui, la poubelle est la plus grande richesse de l'humanité. Les gens, je vous le dis, dans moins de 5 ans, ne chercheront plus du pétrole, ils vont chercher de la poubelle. Ça commence déjà. Avec la poubelle, n'est-ce pas, on fait du bio. Il y a Khalifa Sall qui disait que c'est de l'ordure. Oui, il a pas totalement raison. C'est de l'or. C'est de l'or en part, la poubelle. Parce que tous les éléments qui sont là, on peut le recycler. De la même manière que nous, Sénégalais, nous devons recycler nos pensées sociologiques, philosophiques. N'est-ce pas? Le recyclage est nécessaire. N'est-ce pas? Il n'y a rien de pire que l'amoncellement des richesses sans recyclage. Parce que l'humain lui-même se recycle. Parce qu'il est terre, il retourne à la terre et il devient terre. C'est du recyclage. Il n'y a pas plus que ça. Et Mbobos, à l'international, a remporté des prix. Le premier prix de Mbobos, c'est au niveau du festival Ciné Eco, qui s'était déroulé du 11 au 14 août 2014 à Ceia, au Portugal. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir Mbobos prendre des prix sur l'environnement? Alors, c'est vrai que Mbobos, je le respecte. Mais ce n'est pas moi que je respecte. C'est tous ces gens qui ont travaillé et qui ont cru avec moi. J'avais des jeunes designers comme Dulci, j'avais des Célie Rabi comme direction artistique, j'avais que des jeunes autour de moi. Et c'est eux qu'il faut féliciter. Vous savez ce qu'ils ont fait, ces jeunes-là? Ils ont retroussé leurs manches. Ils ont dit, bon, voilà un tonton qui arrive avec un peu d'argent et qui essaie de faire quelque chose, on va faire avec lui. Et ils se sont investis à 400% là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi-même, j'étais effaré parce qu'ils avaient de la poussière jusque-là, ils étaient dans la neige, mais ils ont travaillé. Et bien, c'est ça, Mbobos. Vous savez ce que c'est Mbobos? Mbobos, c'est une des premières œuvres cinématographiques totalement indépendantes. C'est fait par des Sénégalais pour des Sénégalais. Des Sénégalais pour des Africains pour des Européens. Mais quand Mbobos est sorti, il y a un système dans le cinéma qui est un réseau effroyable, c'est un grand réseau. Et quand on ne passe pas dans ce réseau, eh bien, on vous dit, vous avez fait un film, bravo, maintenant, gardez votre film. Nous, on n'a pas affaire avec vous parce que vous n'êtes pas passé par là. Alors j'ai désespéré, parce qu'on a quand même mis de l'argent dans Mbobos. J'ai désespéré 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais l'œuvre est vraie. Quand l'œuvre est vraie, elle se fait d'elle-même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé, par hasard et par hasard, comme disait Gainsbourg, je le sais tout le temps, c'est un ami, parce qu'il est artiste. Et il va au Portugal dans un festival où il y avait toute l'Europe. Et là, ce sont les jeunes de cette petite ville portugaise qui ont aimé ce film et qui lui ont donné 2 prix. Ouais. Et ensuite, ça a été le départ avec... le festival Écran Noir de Yaoundé. L'écran noir, vous avez pris d'ailleurs l'écran d'or avec la 19e édition qui s'était déroulée du 18 au 25 juillet 2015. Voilà, et là, Mbobos c'est partout. Partout, là actuellement, il était au festival de Besançon. Avant ça, il était à Thuringen, en Allemagne. Là, c'est les Lyonnais qui m'appellent, les États-Unis m'appellent. Mbobos c'est partout. C'est une œuvre qui est vraie. Donc, les œuvres qui sont vraies sont durables. La durabilité dont il parle tant actuellement. Et je voudrais aussi, puisque
j'ai l'occasion de le dire, reparler de Léopold Sédar Senghor et de ce qu'il a créé. Ça, nous le devons à Léopold Sédar Senghor. Comme toute Ndiaye Rose doit à Léopold Sédar Senghor. Parce que, je le répète ici, toute Ndiaye Rose, ce n'est pas un tambour major, non. Toute Ndiaye Rose est un tambour majeur. Parce que quand nous avons commencé, nous, l'école d'architecture, l'équipe d'Occidentaux qui était venue pour créer cette école disait, mais avec les nègres, c'est pas possible qu'ils voient en volume, c'est pas possible qu'ils soient architectes. Comme il disait, à Senghor, ce n'est pas possible que les nègres soient musiciens. Mais musiciens, pour eux, ce n'est pas tout simplement la musique moderne, c'est la musique classique. Et la musique classique, elle se fait comment? En philharmonie. C'est des orchestres de 100 personnes, avec un maestro avec sa baguette. C'est ça la musique occidentale. Et Senghor arrive, il prend Doudou Ndiaye Rose et il dit, je veux de la philharmonie dans le tambour. Je veux que le tambour soit un solfège. Et Doudou Ndiaye Rose relève le défi. Et il se met à chercher 100 tambourins. Et qui se mettent à mettre du solfège à partir de chaque tambour. Et la philharmonie est née. Et vous savez qui a reconnu ça en premier lieu? La France. Puisqu'elle l'a célébré dans un énorme anniversaire à Paris, je crois. Et puis ensuite, ça a été les Japonais. Et vous allez voir maintenant que les tambours de Doudou Ndiaye Rose vont relever notre civilisation. Il avait la tête haute, Senghor. Il n'avait pas la tête dans les pieds, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Comme il a créé aussi la danse sénégalaise. C'est bien. C'est bien. Le pakarni, c'est danse érotique. La civilisation sénégalaise passe par le Wolof. Et le Wolof est sensuel en soi. Mais il faut un rythme, il faut une retenue, il faut un thermostat. On ne peut pas se permettre de montrer nos entrailles à tout bout de champ. Il faut le formaliser. Il faut lui donner de la texture, de la teneur. Et tout ceci n'est pas conçu. Pourquoi? Tiens, non, nous n'avons pas d'école. C'est l'école qui est orpheline, c'est l'école qui est absente du Sénégal. Tout simplement. Tout à fait, tout à fait. Et M. Cissé, nous recevons une jeune cinéaste, Kadi Diédhiou, qui a remporté le prix meilleur documentaire au Clap Ivoire 2014. Kadi Diédhiou. Bonjour. Bonjour Kadi. Bonjour Kadi. Bonjour Kadi, vous allez bien? Bien, merci. Kadi fait partie de ces jeunes-là qui ont été formés dans la banlieue. Je vous ai dit tout à l'heure que la création est dans la banlieue, la culture est dans la banlieue. Kadi fait partie de ces jeunes-là qui se battent pour faire du cinéma. Pour dire qu'en 2005, elle a réalisé Sali. En 2009, elle est assistante caméra dans La Tailleuse de Pierre. Et en 2010, elle est actrice dans une fiction Inquiétude. En 2010, en 2012 plutôt, elle fait du son dans Suivre la marée. Et en 2014, elle est réalisatrice dans Sunaï, dans une fiction. 2014, elle a réalisé un documentaire Guinaw Rail. Guinaw Rail qui a fait beaucoup de pays, qui a fait Côte d'Ivoire, qui a fait récemment au Festival de Blida. D'où est venue l'idée de réaliser ce film Guinaw Rail? Moi, le courage me parle beaucoup. Le courage. Moi, j'aime regarder, j'aime observer les gens, j'aime aussi écouter les gens. Et les gens qui se battent chaque jour, au quotidien, ça me parle beaucoup. Alors, moi, avec d'autres jeunes, on est en banlieue. Alors, pour s'entraider entre nous, pour pouvoir réaliser des films, parce qu'on sait que c'est pas facile si on est jeune, si on n'a pas cette formation-là, et qu'on n'a pas encore fait quelque chose, que les gens puissent vous reconnaître et puissent vous aider. Alors, moi et mes amis, ce qu'on s'est dit, c'est que chaque année, on se dit, on va faire un film sur tel thème. Et chacun développe, on se rencontre des week-ends, et chacun montre ce qu'il a écrit, et donc, comme ça, on s'entraide. Et c'est comme ça que c'est venu Guinaw Rail, parce que 2014, on s'était dit qu'on va faire des films sur la femme. Alors, comme moi, c'est vrai que le thème c'est sur la femme, mais moi ce qui me parle beaucoup c'est le courage. Donc je voulais trouver ça à travers un personnage. Donc j'ai beaucoup d'amis à Guinaw Rail que je fréquente beaucoup et qui m'ont présenté une dame.
Diorley. Diorley. Nous allons justement voir un extrait de votre film Guinaw Rail. kuy liggéey rek ka xam sama jëkkër musula xëy musula wàcc musula dugg ci usine di pénétrer te man fàttalikoo ma fu ma mus a xëy dégguma sama cin fàttalikoo ma fu ma sama doom xëy te ndékkiwuma fàttalikuma sama doom fu mu feebare faju mag fii xale yi fi nekkoon yëpp danoo jeex ñëpp dem na jigéen ñi rekk a fi des di daw marché di togg di jox seen i Avec Diorley, la première fois, le premier jour qu'on s'est vu, on a parlé plus de 3 heures de temps. Et comme moi je l'ai écouté, elle m'expliquait, elle me parlait de sa vie, elle me parlait de Guinaw Rail, elle me parlait de tout. Elle me parlait comme une personne qui parlait avec sa fille. Et j'ai trouvé en elle le courage que je cherchais et qui me parlait beaucoup. C'est que parce que Diorley, depuis plus de 30 ans, elle se lève, son quotidien c'est qu'elle se lève chaque jour à 5 heures du matin et traverse les rues de Guinaw Rail où c'est sombre, il n'y a pas d'éclairage public. Donc elle traverse toute cette insécurité-là pour aller au marché central de poissons, trouver du poisson, revenir le revendre dans son quartier. Et c'est comme ça depuis plus de 30 ans et c'est elle qui fait vivre sa famille puisque son mari n'a pas de travail. Alors j'ai trouvé vraiment ce qui me parlait, j'ai trouvé en elle le courage au quotidien, l'héroïsme au quotidien et pour moi elle était vraiment l'exemple pour la jeunesse sénégalaise et pour la jeunesse du monde. Et nos autorités oublient ces genres de personnages-là qui se battent pour faire vivre le Sénégal. Voilà, c'est des gens souvent qu'on passe on passe devant eux dans la rue, peut-être qu'on ne les prête pas beaucoup attention, et pourtant c'est des gens que je veux dire qui méritent d'être valorisés, qui méritent d'être montrés, parce que tout simplement ils ont ce que tout parent ou ce que l'État a besoin pour sa jeunesse, c'est-à-dire le courage. Et à un moment dans le film, elle dit qu'elle n'a jamais vu son mari travailler et que ses enfants n'ont vraiment crié famine. Elle était très fière de ça. Elle était vraiment très fière de ça parce que durant toutes ces années-là, elle était seule vraiment à se battre chaque jour pour faire vivre sa famille. Donc son mari n'avait pas de travail, mais elle était très fière de gagner le peu qu'elle gagne avec ce poisson qu'elle vend chaque jour au quotidien. Elle était très fière de faire à manger chaque jour pour ses enfants, à ne pas tendre la main tout le temps. Elle était très fière et moi je trouve ça... Et avec ce film, vous avez été au Clap Ivoire, qu'est-ce que vous avez... l'expérience de Clap Ivoire, qu'est-ce que ça vous a fait d'aller au Clap Ivoire et de remporter pour le Sénégal le prix du documentaire? Ce que j'ai gagné, le plus important pour moi que j'ai gagné à Clap Ivoire, c'est le fait de rencontrer d'autres jeunes, de voir le travail d'autres jeunes qui sont venus un peu partout d'Afrique et de voir ce que je n'ai pas encore pu faire ou qu'est-ce que je dois encore retravailler pour être à un niveau supérieur que le niveau que je suis. Et ça, c'était très intéressant. Chaque film de chaque pays parlait d'un thème différent et ça, moi, ça me nourrit personnellement. Donc, j'ai beaucoup gagné en rencontrant des jeunes, en regardant le travail des autres. Et puis, le prix, c'est juste en plus. Vous parlez des jeunes, comment se porte le ciné-banlieue? Le ciné-banlieue, ça continue avec... je dois vraiment beaucoup de remerciements à M. Boy parce que c'est en 2008 que je l'ai rencontré et donc c'est quelqu'un qui était là très disponible chaque week-end et il ressemblait tous les jeunes de la banlieue et puis leur encadrer, il vous demandait d'avoir un sujet et il vous encadrait à l'écriture. Non seulement il nous encadrait mais aussi il nous encourageait à pouvoir parce que c'est pas facile de se dire je vais me lever un jour et je vais faire un film. On a toujours peur de nos aînés, on a toujours peur de faire quelque chose qui ne va pas et d'être critiqué. Mais avec Mouché Boy, il était là, il nous encadrait, mais aussi il nous donnait le courage de faire. Parce que moi aussi ça, je trouve que c'est très important de faire des erreurs et qu'on te critique, puis tu apprends de ces erreurs-là. Khady, quels sont vos projets? Là, je travaille sur un documentaire. Il faut dire que moi, le documentaire me parle beaucoup parce que tout simplement, ça me rapproche des gens.
et ça me renforce moi-même. Alors là, je travaille actuellement sur un documentaire qui raconte une partie de vie d'une personne qui a eu beaucoup de difficultés avec la drogue et qui est très passionnée de musique. Et aujourd'hui, vu la société sénégalaise, donc c'est pas très facile de voir quelqu'un qui est diagnostiqué toxicomane et puis un peu banalisé par la société et tout. Il a sa passion qui est très forte en lui, qui est la musique. Et il espère avoir une reconnaissance sociale à travers cette musique-là. Donc je suis ce personnage-là et je raconte cette partie de sa vie. Monsieur Cissé, voilà la jeune génération de cinéastes sénégalais. Avez-vous des conseils à donner à cette jeune génération qui se bat pour faire des films et pour exister? Je n'ai pas de conseils. Je suis eux, ils sont moi. On est tous dans la même bataille. J'apprécie son courage parce que c'est effectivement ça. C'est ce courage qui anime et qui donne la volonté de se lever et d'aller bousculer un peu les a priori, les établissements, tu vois, de pousser la porte. Et je crois que c'est un modèle de notre société parce que cette jeunesse, moi je la regarde, elle n'a pas d'argent, mais elle est toujours habillée correctement. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Elle peut venir, et c'est connu qu'au Sénégal, vous pouvez avoir dans un même lieu des jeunes qui viennent de quartiers très riches, mais ils ne seront pas ni mieux habillés, ni plus habillés que ceux qui viennent de l'autre quartier. Parce que l'imagination est derrière. Et cette imagination, on la retrouve d'abord dans le choix de ces thèmes cinématographiques, n'est-ce pas? Et le fait qu'elle insiste avec le documentaire, c'est qu'elle est altruiste, elle aime l'autre. Elle aime l'autre Sénégalais. Elle a envie de faire pour l'autre Sénégalais. N'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle elle prend sa caméra en bandoulière, elle va suivre ce jeune musicien qui a des problèmes toxicaux, comme elle a suivi cette dame dans Guinaw Rail. C'est ça le cinéma. C'est ça. Chaque Sénégalais doit suivre l'autre Sénégalais. Et l'autre Sénégalais doit se retourner pour le Sénégalais qui le suit. Aujourd'hui, nous, les aînés, il faut le dire, nous avons pourri le Sénégal. Parce que nous avons fait du Sénégal une chose vilaine et méchante, où chacun surveille l'eau, où chacun est jaloux de l'eau, où un produit qui sort n'est pas bien vu, où on ne s'entraide pas. Mais qu'est-ce que vous voulez faire dans ce 21e siècle furieux et naissant s'il n'y a pas de l'entraide? Regardez aujourd'hui ce qui s'est passé à Paris. Regardez comment les gens s'entraident, s'organisent, se mettent ensemble. Eh bien, nous devons apprendre cela. Nous ne devons même pas apprendre, mais il faut le restituer parce que c'est en nous. Nos grands-parents, c'est ce qu'ils savent, l'entraide. Regardez quand je prends aujourd'hui la teranga sénégalaise, ça ne veut plus rien dire. Que veut dire la teranga? Moi, quand je traverse la rue, sexagénaire, le taxi est en train d'accélérer pour m'écraser. Hein? On ne s'arrête plus pour laisser passer les aînés. On n'écoute plus les aînés. Chacun, on est dans un stress. On est dans un stress qui est un stress magmatique. Et ça ne peut pas durer comme ça. Il faut que tous les Sénégalais, on s'arrête à un moment donné, on prenne une grande, bonne respiration et qu'on fait l'état de notre société. Ça ne peut pas durer. Et c'est la raison pour laquelle des initiatives comme celle de Khady sont à saluer. Saoula Cissé, on peut parler de votre prochain film. Quel est votre projet? Alors, j'ai été respectueux des faits. Je suis en production avec une grande maison parisienne. C'est pas parce qu'il faut passer par là. On est obligé je ne peux pas. On ne peut pas faire seul. Et là, je fais un film qui s'appelle L'otage du fleuve, qui doit se passer en nation pygmée. C'est l'histoire de deux enfants par rapport à un fleuve, un crocodile et une nation pygmée. Ça parle de danse aussi. Et le scénario est assez... J'ai pris un peu du cinéma américain. J'aime l'action. Hein.
Et j'ai pris aussi du cinéma européen, si tu veux, cette forme d'art qui veut qu'à part l'action, il y ait une histoire, il y ait un vécu. Voilà. Je suis là-dessus actuellement. Et nous vous souhaitons une bonne continuation pour ce projet. Je vous remercie. Kadi, quel est votre mot de la fin? Alors, je vais encore insister sur une chose que je tiens beaucoup, parce que on est jeune, on aime le cinéma et on a envie de raconter nos histoires. Mais pour pouvoir faire des produits de qualité et pouvoir représenter le Sénégal dignement, il nous faut de la formation. On a besoin de formation, on a tout simplement besoin de formation pour renforcer nos connaissances et pouvoir faire des produits de qualité qui vont représenter le Sénégal. Alors je lance un appel pour ça. Nous, on fait des films, bien sûr, qui ont des erreurs, qui ne marchent pas des fois au niveau son ou peut-être même sur la structure dramatique, mais on est passionné et on a envie de faire. Donc, ce qu'il nous manque, c'est juste la formation. Je lance un appel pour ça et je suis vraiment très honorée de partager ce plateau avec M. Tonton Nicolas. Merci, et puis, j'étais au Grand Théâtre pour voir Mbobos. Vraiment, j'étais très contente d'être là-bas pour voir ce film. Merci. Et merci à vous. Ceci c'est votre dernier mot. Mon dernier mot sera pour vous. Que Dieu vous accompagne. Vous faites du bon travail, nous en sommes conscients. C'est peut-être un des boulots de la culture que j'apprécie le plus. En vous remerciant de cette amitié que vous nous avez offerte, en amenant à côté de moi de si charmants jeunes hommes, autant sur la partie technique que mon cher consoeur, n'est-ce pas? Je vous souhaite bon vent aussi, parce que je sais que c'est pas simple au Sénégal. Merci M. Nicolas Cissé, merci Kadi Dedou. Voilà, nous allons terminer notre émission. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois, Inch'Allah.